Cette semaine à Maghebdo, nous allons démystifier le fameux plan métropolitain d'aménagement et de développement dont on entend beaucoup parler depuis 2011. Je suis maintenant avec Luc Lécuyer, le directeur général d'Héritage Saint-Bernard. Salut Luc. Bonjour Mathieu. Premièrement, peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste le projet de loi 170, le projet de loi de concordance avec le plan de métropolitain d'aménagement et de développement? Oui. Bien, le projet de règlement 170 de la MRC vise la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM. Ça veut dire qu'au-dessus, tu as la CMM qui La CMM qui est la Communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe 82 municipalités. Bon. Ensuite de ça, en dessous, on a les MRC. Ici, il y a 11 municipalités rattachées au MRC, puis après, tu as les villes, comme Châteauguay, Léry, bon, tout ça. Fait que ça va en étage comme ça. Alors, celui qui est en haut, la CMM, dit au MRC, vous devez vous concorder à ce qu'on souhaite atteindre comme objectif, par exemple, au niveau du couvert forestier, au niveau de la protection des aires protégées. Bon, ils donnent des chiffres, 30 17 de protection. Ensuite, ils disent, vous allez maintenant vous arranger pour que votre plan d'aménagement corresponde à ces critères-là. Bon. Où le bas blesse, c'est que là, il y a une consultation pour dire, est-ce que notre plan est correct, notre règlement 170 est correct? Ils demandent ça à la population. Quand on lit les 400-500 pages du règlement, on s'aperçoit qu'il y a des failles. C'est que d'un côté, on dit qu'il faut protéger des milieux naturels comme le bois, le boisé Châteauguay-Léry, qui est reconnu là, par le gouvernement comme un bois d'intérêt à protéger. Donc ça, c'est une volonté du gouvernement. Et on s'aperçoit que la MRC dit oui, on va le protéger, mais on va permettre qu'il y ait quand même des maisons à l'intérieur de ça. Ah! Contradiction. Là, contradiction. Là, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir des maisons dans un milieu naturel puis prétendre que c'est un milieu naturel. Ce n'est plus un milieu naturel à ce moment-là. Parce que les espèces, que ce soit animales ou végétales, ont besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et les gens qui veulent accéder à ces milieux naturels-là, mettons, tu fais du ski de fond, tu ne veux pas arriver devant une clôture et dire « Ah, ici, c'est un terrain privé, je reviens de bord. » Tu sais, il faut que tu aies un espace raisonnable pour faire ski de fond, raquettes, marche, vélo et interprétation de la nature. Bon, nomme-les. Alors, le bois de Châteauguay-Léry est maintenant menacé par cette petite faille-là qui permettrait la construction de maisons à l'intérieur du boisé. On parlait dans un article que j'ai lu, surtout ce qui vous accrochait un peu, c'était l'usage du terme, le terme usage compatible à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ce terme-là vous fait finalement? C'est ça. Les termes, là, c'est que tu peux, quand tu ne veux plus dire un aveugle, tu dis un non-voyant. Quand tu veux mettre des maisons dans un milieu naturel, tu sais que ce n'est pas correct, tu dis usage compatible. Qu'est-ce qu'on entend exactement par usage compatible? Bon, un usage qui est compatible avec la nature, c'est un usage qui ne dérange pas la nature. Une maison dérange la nature. Parce qu'il faut que tu fasses une route, tu vas mettre une piscine, tu vas mettre une clôture, tu vas mettre une haie, alors tu n'es plus un milieu naturel. Alors, comment les animaux, eux autres, bougent à travers tout ça, là? Puis comment les humains bougent à travers tout ça? Sans oublier, Mathieu, qu'un milieu naturel rend des services énormes à l'être humain. C'est évalué maintenant alentour de Montréal. Les milieux naturels qui sont là rendent des services de l'ordre de 4 milliards de dollars par année. Et ça, on n'en tient pas toujours compte? Non. On n'en tient pas du tout compte? Non, en fait. parce que si tu coupes une forêt, puis tu n'en tiens pas compte, puis tu mets de l'asphalte, puis du ciment, puis du béton, puis des maisons, quand il pleut, l'eau, elle va où? Parce qu'un milieu naturel absorbe l'eau, absorbe la neige. Regarde dehors, là, c'est plein de neige. Là. Bien, ça va être absorbé là, par les marécages et ça va être libéré lentement. C'est une éponge. Ça libère lentement, rendu au printemps. Puis jusqu'au mois d'août, quand c'est l'étiage des lacs, des rivières, bien, il y a encore de l'eau qui se libère de ces milieux-là. C'est un régulateur d'eau. C'est aussi un purificateur. C'est des reins, hein? C'est des reins, des immenses reins qui sont là pour... enlève tes reins, tu meurs. Bon, alors que là, si on asphalte, l'eau va ruisseler par des canalisations, par des moyens trop humains, exactement, plus rapidement. Il n'y a pas d'absorption, donc ça se rend beaucoup trop rapidement aux rivières et aux lacs et ça crée des inondations, comme on voit un peu partout. Ça, c'est un des éléments. Mais tu as la purification de l'air. La température, l'élévation de la température, si on enlève la nature, dans les milieux plus en ciment, en asphalte, tout ça, ça fait des îlots de chaleur. Alors, on sait que tu peux avoir un 10 degrés de différence entre du gazon ou une forêt et un stationnement, comme chez Walmart, mettons. Alors, il faut s'assurer d'éviter d'avoir des îlots de chaleur. Bon. Mais tout ça, on le fait pour les êtres humains. T'sais. On a beau dire que c'est pour les animaux, mais on fait partie de tout ça. On est dans la grande chaîne de tout ça. On ne peut pas se mettre à côté.
Parce qu'à un moment donné, la nature va te tasser, va tasser l'humanité. On a souvent l'impression d'être un peu à l'extérieur de ça, mais on fait partie d'eux. Et tout ce système-là complexe est là. Il y a une raison. On a besoin d'air pour respirer, on a besoin d'eau, puis on a besoin de manger. Bon, si on fait abstraction de la nature, bien, on ne peut rien faire de ça. On n'est plus là. Effectivement. Et les milieux naturels, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout en MRC. Il y a moins de 8 du territoire qui est sous couvert forestier, alors que la CMM veut atteindre 30 Alors, on est déficit. Et la CMM va atteindre 17 d'air protégé. On est à moins de 1 à la MRC de Roussillon. Alors, on fait quoi? Puis en plus, on dit, on va vous mettre, avec les usages compatibles, on va vous mettre des habitations là-dedans. Fait que là, on dit non. Là, on nous demande, ils nous consultent. Alors, on a fait en sorte que les gens participent. Et justement, là, au moment où on se parle, on est en attente. Il y a eu déjà une conférence qui a été faite par le groupe Vivre en Ville en rapport avec ça. Et là, au moment où on se parle, il y a des conférences qui s'en viennent. À quoi tu t'attends de la part des citoyens? Est-ce que tu as déjà eu des retours de la part des citoyens? À quoi on peut s'attendre de ces consultations publiques-là? Bien, les citoyens de la région sont assez formidables parce que ça fait 7 à 8 fois qu'ils sont interpellés pour se prononcer depuis 2009. Et est-ce qu'ils sont encore au rendez-vous? Oui. Là, il y a eu 900, en tout cas, au moment où on se parle, il y a 950 mémoires de déposées à la MRC. Wow. C'est pas tout le monde qui va prendre la parole, mais là-dedans, il y en a plusieurs qui vont prendre la parole lors de la séance publique qui va avoir à Châteauguay le 13 février, jeudi le 13 février. Mais 950 personnes qui envoient un mémoire, là, c'est majeur. Et puis vous ne leur avez pas tordu un bras, vous ne les avez pas forcés. Ça a été une initiative vraiment populaire. On a sonné l'alarme, on a dit « Est-ce que vous pouvez participer? » Et les gens participent. Je veux juste rajouter qu'en 2009, il y a eu 584 mémoires de déposées au Conseil de ville de Châteauguay pour dire « On veut garder les milieux naturels. » Il y a eu 12 145 noms de signés d'une pétition pour dire « On veut garder les milieux naturels. » On est intervenu à l'IRI pour dire « On veut garder les milieux naturels. » La population veut garder les milieux naturels. Les élus ont de la misère à mettre en branle tout ça. Il y a beaucoup de pression de la part des promoteurs. Et puis, ça fait de la pression, puis les gens ont peur de dire « Bon, ce territoire-là sera zoné conservation. » Ils ont peur des poursuites. Bon. Mais à un moment donné, un schéma d'aménagement, un plan d'urbanisme, ça appartient au peuple. C'est le peuple qui décide comment va être aménagé son territoire. Et le peuple a parlé, il ne lâche pas de parler, puis combien de fois va falloir le redire encore aux gens qu'on veut conserver ces milieux-là. Et c'est ça un peu les suggestions que vous avez, les solutions que vous avez, ça passe toujours par la sensibilisation, l'information, la mobilisation. Est-ce que vous avez d'autres cours? Est-ce que vous avez d'autres ressources ou c'est de juste continuer à marteler un peu sur ça? C'est de toujours d'utiliser toujours les médias comme vous faites ou les réseaux sociaux pour informer les gens qu'il y a ça qui s'en vient, puis c'est à nous, il faut s'en occuper parce qu'habituellement, les gens ne vont pas à la MRC, aux séances du Conseil. Très rarement. Il n'y a jamais personne. Il y a toujours une ou deux personnes, c'est toujours les mêmes qui sont là, mais il n'y a jamais personne qui va là, tu sais, puis c'est nos affaires. On gère nos affaires, là, notre territoire, là, on est en train de le gérer. Alors, il faut le dire à ces gens-là, on veut des milieux naturels, c'est notre qualité de vie, puis il n'y en a plus, puis il faut le conserver. Alors, le seul moyen, c'est de faire participer les gens à ces consultations-là. Et là, tu parlais des réseaux sociaux. Vous êtes donc Héritage Saint-Bernard sur Facebook, Twitter également. Vous avez un site Internet aussi, particulièrement sur le Corridor Vert ou corridorvert.com. Corridorvert.com, qui est uniquement sur le Corridor Vert, avec tous les mémoires qu'on a vu passer. En tout cas, la plupart des mémoires, les principaux sont là. On a des petits bouts de films aussi, des vidéos de la forêt, là, à vol d'oiseaux, c'est très joli. C'est ça, on essaie de monter un site là, pour intéresser les gens à cette question. Mais merci beaucoup et bonne chance avec votre sensibilisation, vos mémoires et les consultations publiques qui s'en viennent. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu. Je suis avec Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et préfète de la MRC de Roussillon. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer un peu en résumé le gros morceau qu'est le Plan métropolitain d'aménagement et de développement? Oui, le fameux PMAD dont on parle tant. Le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est un cadre que se sont donnés 82 municipalités qui font partie de la CMM, donc la Communauté métropolitaine de Montréal, pour guider les grandes lignes de l'aménagement de leur territoire pour les 20 prochaines années, en fait jusqu'en 2030.
c'est un exercice qui a été demandé par le gouvernement du Québec, donc à la CMM. On a demandé la même chose à la communauté métropolitaine de Québec également. Donc, c'est pour faire en sorte qu'il y ait une équité dans le développement, il y a une équité dans la préservation des territoires agricoles, il y a une équité dans la préservation des milieux naturels et qu'on soit en mesure de répondre aux grands défis d'aménagement, de développement du territoire qui s'annoncent. On veut restreindre l'étalement urbain, on veut protéger les terres agricoles, on veut également préserver les milieux naturels, on veut intensifier l'offre de transport en commun. Tout ça, ça se fait avec l'organisation. C'est de l'urbanisme à grande échelle que le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il y a 3 axes qui sont privilégiés par le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, à savoir donc la densification des milieux urbains, l'augmentation de l'offre de transport en commun, comme je le disais, et la création d'une trame verte et bleue, donc un corridor vert pour l'ensemble de la CMM. Et est-ce que ces plans-là, est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement? Est-ce que c'est une nouvelle expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui revient, disons, à toutes les générations, à toutes les 25-30 ans? En fait, on avait déjà, il y a 25 ans ou à peu près, là, dépendant des lieux, mais pour les MRC, créer les MRC, les municipalités régionales de comté, pour se donner un ensemble régional, parce que le but de la MRC, c'est l'aménagement, c'est le schéma d'aménagement régional. Et ce qu'on fait avec le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est une étape, c'est à l'échelle au-dessus. Donc, c'est comme si on était en avion puis qu'on s'élevait un peu plus haut puis on regardait l'ensemble du territoire d'un peu plus haut. Et ça, moi, je parle toujours des poupées russes un petit peu. C'est un ensemble dans lequel on a, dans chaque municipalité, la toute petite poupée qui est celle du plan d'urbanisme, qui vient s'inscrire ou s'insérer dans la moyenne poupée qui est le schéma d'aménagement régional de la MRC. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est que le schéma d'aménagement régional de la MRC doit rentrer dans la grosse poupée qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement. C'est un nouvel... pour ce qui est de la CMM est relativement nouvelle. C'est un nouveau concept. Et ça, la CMM, ça regroupe, vous disiez tout à l'heure, 82 municipalités. C'est en Montréal et tout ce qui est en périphérie. En fait, oui, c'est 5 régions. C'est Montréal, Laval, Longueuil, ce qu'on appelle la couronne sud, donc une partie un peu plus que la rive sud, et la couronne nord, donc de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui forme la communauté métropolitaine de Montréal, donc 82 municipalités, qui sont entendues il y a un peu plus de 2 ans maintenant pour adopter le fameux plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui a été décrété, donc c'est une loi là, qui est venue avec un décret de Québec officialisé en mars 2012. Et donc, vous, en occupant le double rôle de mairesse de Châteauguay et préfète de la MRC, comment vous avez à négocier avec le plan métropolitain? Est-ce que vous avez à répondre, oui, en tant que mairesse, mais est-ce que votre priorité se situe au niveau de la MRC avant toute chose? En fait, je pense que c'est toujours un travail d'équipe, peu importe auquel niveau on se situe. Puis il faut toujours le regarder à l'étage où on est situé. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle sur le terrain ici, le plan d'urbanisme, on le travaille beaucoup avec les conseillers, avec les citoyens. Quand on va à l'étage au-dessus, à la MRC, c'est un travail avec l'ensemble des élus, donc des 11 municipalités qui forment la MRC de Roussillon. Et c'est ensemble, donc, qu'on voit au schéma d'aménagement avec chacune des particularités. C'est pas évident, dans un territoire comme la MRC de Roussillon, d'avoir un schéma d'aménagement là, qui tient compte de toutes les particularités. La même chose pour le plan métropolitain d'aménagement et de développement. C'est des exercices qui sont très difficiles parce qu'on n'est pas tous composés de la même chose. Il y a des territoires qui sont plus ruraux, il y a des territoires qui sont plus urbains, plus denses aussi, des plus petites villes, des plus grosses villes. Puis il y a aussi des villes qui se retrouvent avec tout le patrimoine vert chez elles. Donc, comment on compose avec ça? On commence simplement à comprendre tous ces impacts-là. Quand il y avait du terrain à développer, les gens ne se posaient pas trop de questions. Hein? On faisait des rues, on construisait des maisons. Et puis là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que, il fallait peut-être revoir les normes en matière d'aménagement et de développement du territoire. Là, les notions de développement durable sont arrivées. Il y a eu des politiques au niveau du gouvernement, des lois, donc pour la préservation des milieux naturels, des milieux humides. Donc, tout ça fait en sorte que maintenant, la donne pour développer est différente. Et on se rend compte aussi que le développement
sans fin, ça a aussi un prix sur la collectivité, sur les services publics, sur ce que ça nous coûte à s'étaler comme ça plutôt qu'à de restreindre le développement dans un périmètre urbain plus densifié. Donc, c'est toutes ces notions-là qui arrivent et qui nous disent, bon, ben oui, peut-être effectivement que chacun sa voiture, c'est pas une solution. Il faut donc une offre supplémentaire en transport commun, qu'on a besoin des milieux naturels parce qu'ils sont en train de disparaître, donc il faut les protéger, il faut trouver les moyens pour le faire. Et puis évidemment, bien, on n'a pas tous maintenant les moyens ou l'envie d'habiter dans une maison. Donc, il nous faut une offre en densité et en logement de tout acabit. Et c'est la réflexion qui tend en dessous du plan métropolitain d'aménagement et qui percole jusque dans les plans d'urbanisme et la révision du schéma d'aménagement régional. Et là, vous parliez des 11 municipalités qui constituent la MRC. Évidemment, chaque municipalité ne poursuit pas les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes réalités. Est-ce que les discussions étaient difficiles entre les différents maires pour s'entendre à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce plan-là? Ça a été un très, très long processus. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'était déjà à la base ce qui devait composer la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, au départ, au début des années 2000, on a décidé qu'on formait la CMM. Il était clair qu'il y avait un objectif de mieux organiser le territoire et de desservir la population le plus efficacement possible avec les ressources qui se faisaient de plus en plus rares. Donc, comment on s'organisait à travers ça? Donc, on est 14 ans plus tard et on commence vraiment à appliquer des grands principes. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement a mis plusieurs années avant de s'établir, d'être adopté par tous. Donc, on voit que c'est beaucoup de discussions. Maintenant, il y a aussi la contrainte. Hein. On arrive à une limite où on se dit, bien là, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, on est obligé d'agir. Et même si on ne veut pas, même si on ne comprend pas toujours pourquoi on doit le faire, bien, la contrainte est là quand même. Et le changement est toujours un petit peu difficile à accepter, à digérer, à faire avec, mais il faut y aller, puis on n'a pas vraiment le choix. Là. Puis de toute façon, le cadre est bien établi. Donc, c'est des changements, mais aussi quand on nous annonce ces changements-là, quand on nous fait part d'une vision à long terme et qu'on nous montre le produit fini, les gens reçoivent ça et sont un peu saisis parce qu'ils pensent que ça va être demain comme ça dans la... C'est pas vrai. C'est pour les 20 prochaines années. C'est l'objectif au bout de 20 ans. Donc, c'est pas vrai que demain, on aura des tours de 8, 10, 20 étages, là, puis ça sera pas vrai de toute façon, même à Châteauguay, après le plan métropolitain d'aménagement, mais tranquillement, ça va se faire naturellement. Il faut juste l'encadrer convenablement pour éviter de faire des faux pas en cours de route. Et il faut l'encadrer, mais il faut aussi l'expliquer. C'est pourquoi dernièrement, il y a eu une conférence, notamment de la société Vivre en Ville, qui propose des différents plans qui explique, dans le fond, le plan d'aménagement un peu. Il y a aussi des consultations publiques, 3 consultations publiques qui ont eu lieu. C'était quoi l'objectif de ces rencontres-là? En fait, nous, ce qu'on voulait faire, et à chaque fois qu'il y a des changements, que ce soit dans les municipalités pour les changements de zonage ou pour le plan d'urbanisme ou à la MRC, quand on revise le schéma d'aménagement régional et encore quand on a mis les grandes bases du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le gouvernement nous demande de consulter la population. Donc, il y avait, pour ce qui est de la MRC de Roussillon, on devait tenir une consultation publique pour justement parler de notre concordance de notre schéma d'aménagement régional au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Qui est le règlement 170. Et le règlement 170. Et là, ce règlement 170-là, on l'a présenté 3 fois plutôt qu'une. Et avant de présenter le règlement, pour mettre les gens un peu dans l'esprit de pourquoi on en arrive à faire ces changements-là, pourquoi le plan métropolitain d'aménagement et de développement, on a pensé bon à la MRC d'inviter justement l'organisme Vivre en Ville pour parler un peu de réaménagement du territoire. Comment on a peut-être par le passé fait certaines erreurs qu'on a faites de bonne foi. C'était la mode à ce moment-là de développer les rues de telle et telle façon, mais on a perdu de vue certaines choses et on revient à certains principes qui étaient mis de l'avant quand on développait les villes, là, il y a 200, 300, 400 ans. Là. Et donc, on revient à ces principes-là, mais on appelle ça du nouvel urbanisme quand même, mais c'est des vieux principes qu'on remet au goût du jour. Et donc, Vivre en Ville est venu un peu juste parler, éveiller les gens à cette nouvelle réalité-là. Et ensuite, on a tenu donc nos 3 soirées d'information. Ça a été très, très intéressant.
Oui, qu'est-ce qui est ressorti principalement de la part des gens? Est-ce que les gens semblaient plus ouverts ou plus inquiets par rapport à ce qui s'en vient? En fait, c'est un mélange d'un peu de tout. Les gens s'inquiètent surtout de leur qualité de vie. On aurait pu penser que les gens seraient venus nous parler d'économie ou de... Non, ce qui inquiète les gens surtout, c'est évidemment la préservation des espaces verts, des milieux naturels, les rivières, les cours d'eau, les pistes cyclables, leur mobilité active, leur façon de vivre leur ville. Et ça, c'est ce qui est vraiment ressorti des 3 séances de consultation qu'on a tenues. Une à La Prairie, une à Saint-Constant et la dernière à Châteauguay. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir comment les gens ont un souci de... J'habite ici, je veux vivre ici, je veux être bien chez nous, puis j'ai besoin de pouvoir me promener, j'ai besoin d'espace naturel, j'ai besoin pour être... et c'est l'objectif qui sous-tend le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Bien sûr, on parle aussi d'économie avec l'autoroute 30 qui vient d'arriver chez nous et qui nous promet évidemment de belles et bien grandes choses au niveau économique, mais tout ça, il faut que ça s'organise, puis il faut que ça s'organise intelligemment. Et c'est l'exercice qu'on essaye de faire tout le monde ensemble, donc autant les élus que les fonctionnaires que les citoyens, là, parce que c'est notre carré de sable pour les 20 prochaines années. Et notamment, Vivre en ville parle de décentraliser un peu les villes, de former plusieurs petites métropoles, si on veut, au sein de chacune des villes. En quoi est-ce que ça peut améliorer les conditions de vie, la condition de vie des gens? Moi, je dirais que ce qui nous mine le plus, les êtres humains, en ce moment, c'est qu'on n'a pas le temps de rien faire. Hein? On court toujours. Or, on veut tous et on souhaite tous avoir un peu plus de temps. Puis quand on parle aux gens, qu'est-ce qu'ils aimeraient, quand on fait des consultations, qu'est-ce qu'ils aimeraient près de chez eux? Bien, ils aimeraient ça avoir la petite boutique, le petit quartier. Oui, on va tous au gros Power Center avec notre voiture, mais on aimerait ça pouvoir sortir de chez nous, marcher jusqu'au dépanneur. Donc, c'est ces centralités-là un peu sur lesquelles mise Vivre en ville. Vivre en ville a une philosophie qui est très, très axée sur la mobilité active. Donc, les gens puissent se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun pour justement se rendre d'un lieu à l'autre. Et ça c'est permis quand, justement, on a une densité qui est un peu plus grande et quand les commerces ne sont pas trop loin et où les pôles d'intérêt, si je peux m'exprimer ainsi, si on parle de la bibliothèque ou d'une école ou d'un lieu de travail, le parc industriel. Donc, tout ça doit devenir accessible de façon multimodale, c'est-à-dire, je ne suis pas obligée de prendre ma voiture pour y aller, mais je peux y aller en transport en commun ou je peux y aller à pied, puis je peux encore y aller en vélo si les conditions s'y prêtent. Et donc, Vivre en ville accompagne pour justement essayer de penser à la réorganisation de la ville. Et à Châteauguay, on est vraiment choyé pour ça parce que la ville a atteint son plein potentiel, donc on a atteint les limites de notre périmètre urbain et on doit maintenant se redévelopper, se repenser sur nous-mêmes. Donc, on est justement à requalifier certains endroits avec de nouvelles vocations, à essayer justement d'instaurer cette mixité d'usage-là, donc de l'habitation avec des commerces. On avait fait un exercice il y a 2 ans ou 3 maintenant, quand on a présenté le plan du centre-ville, où justement un urbaniste, Gérard Baudet, qui est une sommité au Québec, est venu à Châteauguay gracieusement nous parler d'urbanisme commercial, où il disait que pour supporter les commerces, il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens à proximité. Il ne faut pas que les gens soient... Une fois que tu es rentré dans ta voiture, tu peux aller n'importe où. Tu n'es pas obligé de rester près de chez toi. Mais si près de chez toi, tu n'es pas obligé de monter dans ta voiture, tu fais quelques pas et tu trouves ce dont tu as besoin, bien, c'est déjà plus intéressant. Et ces commerces-là, il faut donc rapprocher les gens de ces commerces-là et densifier l'offre un peu autour des artères commerciales. Et comment on fait pour encourager, quand on sait que les grandes chaînes, les grandes surfaces vendent à des prix qui sont plus que compétitifs, comment on peut penser que ce serait intéressant pour un commerçant d'aller s'installer s'il y a, je ne sais pas moi, un Walmart qui est tout près? Mais moi, je pense que ça revient tout à une vision citoyenne, puis ça revient tous au choix qu'on fait en tant que citoyen. Et il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils ne font jamais de la politique, mais moi, je pense que chaque fois qu'on fait un geste dans notre vie, on fait de la politique. Quand on choisit d'acheter dans un endroit, on fait de la politique. Et on veut tous, si on veut tous, parce que moi, je lis ce que les gens veulent, puis ils disent, bon, ben la petite librairie, et c'est ça. Mais si ces commerces-là ferment, c'est parce que majoritairement, on fait le choix d'aller ailleurs. Donc, il faut qu'on se repositionne en tant que citoyen. Et là, il faut qu'on considère l'impact et la force qu'on a en tant qu'acheteur, on a un impact et une force économique, chacun d'entre nous. Donc, on doit faire ces choix-là. On doit se dire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment ça? Ou je veux autre chose? Et est-ce qu'il y a moyen
d'avoir un équilibre entre ces différents styles-là? Moi, je crois que oui. C'est pour ça qu'il y a une partie de la ville qui se développe avec des grandes surfaces, puis il y a une partie de la ville qui va se développer avec du commerce de proximité, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs qui sont derrière tout ça. En première partie d'émission, on a reçu Luc Lécuyer, qui est pour Héritage Saint-Bernard et aussi en compagnie de Guy Turcotte de Forêt... SOS Forêt. SOS Forêt Fernand-Séguin. Merci. Luc Lécuyer parlait d'une faille, selon lui, dans le règlement 170 à propos de l'usage du terme usage compatible. Selon lui, il y a une contradiction puisqu'on encourage à protéger les milieux naturels, dont le boisé Châteauguay-Léry, mais par contre, on laisse la porte ouverte à la construction de résidences dans ces lieux-là. Selon lui, c'est pas quelque chose qui est acceptable et il y a eu 900 personnes qui ont signé le rapport de Corridor vert pour le soutenir finalement. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ce point qui semble un peu litigieux à propos des usages compatibles? Oui, en fait, ça vient aussi, comme on le dit, nous, l'exercice qu'on fait avec le projet de règlement 170, c'est qu'on fait en sorte que le schéma d'aménagement régional concorde avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, on doit mettre dans ce projet de règlement-là les éléments qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs qui sont fixés par le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre projet 170. Je comprends que lorsqu'on a des objectifs qui sont en matière de conservation de nos milieux naturels, les objectifs du plan métropolitain sont plus élevés que ce qui ne reste de boisés, de milieux humides dans la grande CMM. Okay. Donc, il est déjà difficile de préserver ces milieux-là et en plus, on nous demande d'augmenter le nombre de ces lieux-là à l'échelle de la CMM. Donc, oui, c'est un exercice qui est périlleux, mais en même temps, il y a des équilibres à atteindre aussi entre les droits des individus collectivement et des propriétaires terriens qui ont ces espaces-là. Je pense qu'on est au premier balbutiement du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Je pense que ce qui a été mis dans ce premier document-là est quelque chose qui est en évolution, c'est vivant. Un plan d'urbanisme, ça se doit de aller avec ce qui se passe tous les jours, donc vivre au gré des opportunités, des contraintes qui sont les nôtres. Et je pense que, oui, il y a des choses dont on doit être très, très vigilant et on a besoin des organismes qui veillent au grain, justement pour lever les drapeaux là, quand on voit que, oups, ici, il y a peut-être une faille, oups, ici, c'est peut-être dangereux si on ne fait pas attention. Ça nous permet de raffiner les outils, ça nous permet de toujours tendre vers le mieux. Et on va travailler en ce sens-là, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont préoccupés de la préservation du boisé Châteauguay-Léry au cours des dernières années. Et je pense que tout le monde a entendu ça jusqu'à la CMM et jusqu'à Québec d'ailleurs. Donc, on va essayer de trouver la meilleure façon pour préserver l'entièreté de ce territoire-là. Mais il reste que il y a des normes, il y a des règlements, il y a des lois et on doit s'organiser à travers tout ce qui existe déjà sur le tapis. On va essayer de travailler tout ça, mais effectivement, il faut tendre avec la meilleure cohabitation possible entre la préservation et les aménagements qui se feront à proximité. Donc, on va tâcher de garder la population informée. On va faire notre bout de chemin de notre côté aussi. Et puis, on va sûrement avoir l'occasion de se reparler de cela. Madame Simon, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci. Merci.